On vous l'avait promis quand on avait parlé déjà de vélo à assistance électrique avec Benoît, on vous avait promis de vous parler des autres engins électriques également. C'est l'objet de ce premier hors-série consacré à ces appareils. Pour parler de ces fameux engins 2, 3, 4 roues et autres, mais en tout cas électriques, on a avec nous Sébastien pour parler de tout ça. Et puis un nouveau venu dans l'équipe en quelque sorte, c'est notre consultant électrique, c'est Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour à tout le monde. Alors toi, tu es spécialisé dans tous ces appareils très particuliers. Tu as toi-même trois enseignes, 3 magasins dans le Luxembourg, enfin au Luxembourg. Dans le Luxembourg, quand on est en Belgique, ça veut dire dans le Luxembourg belge. Au Luxembourg, ça parle à tout le monde, même à nos auditeurs français, c'est bien au Luxembourg. Magasin qui s'appelle Electricity, 3 magasins donc. Et donc, toi, tu as accès à tous ces engins. Et donc, c'est tout à fait intéressant d'avoir ton point de vue et également ton input par rapport à ces différentes catégories d'engins. Et c'est le propos de ce premier hors-série, enfin second en quelque sorte, mais premier avec toi en tout cas, Bruno. Premier hors-série consacré aux engins électriques, c'est de faire un petit peu la liste des différentes catégories d'appareils. Je te propose d'embrayer, on peut le dire vraiment, avec les premiers dont on a déjà largement parlé. Ce sont ce qu'on appelle les e-bikes, en fait. Ça, je ne savais pas qu'on les appelait comme ça. C'est vélos à assistance électrique, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, vous aviez fait un hors-série au sujet des pédélec. Donc, on appelle ça plus communément des e-bikes. Pourquoi e-bike? Parce que c'est un vélo électrique, toujours le petit E avant. Oui. On parle là effectivement de 2 catégories de vélos, ceux qui roulent jusqu'à 25 km/h, en fait, des vélos à assistance électrique, où le moteur va assister la personne qui pédale. Il faut toujours pédaler sur un pédélec, oui, jusqu'à 25 km/h. Après, vous avez la deuxième catégorie, les vélos qui roulent plus vite que 25 km/h et qui en fait entrent dans une autre législation qui s'apparente plus aux mobylettes, oui, aux scooters électriques ou pas, mais qui est quelque chose qui va aller beaucoup plus vite, oui, et donc a priori être plus dangereux sur la route. Donc, et là, on reparlera de la législation un petit peu plus tard, mais là, effectivement, j'imagine qu'il y a permis qui est nécessaire et autres. Ensuite viennent les trottinettes électriques. Là, c'est un terme connu parce que e-bike et pédélec, c'est nouveau pour nous, mais trottinette, ça parle à tout le monde, je pense. Oui, effectivement, tout le monde, ou presque tout le monde connaît les trottinettes de son enfance. Oui. Effectivement, 2 roues alignées sur une planche avec un guidon. On pédale pas, on pousse avec le pied. Donc là, il existe depuis quelques années des variantes électriques qui sont très performantes. Même si on a des engins qui sont très compacts, compact, voire moins compact, ça dépend du type de batterie utilisée, que ce soit du plomb ou du lithium, qui est plus communément utilisé dans tout ce qui est neuf, tous les engins un peu plus modernes, permettent de faire des trottinettes assez réduites en taille, compactes, pliables généralement, très efficaces au niveau de l'utilisation de l'énergie et très rapides. Donc un très bon moyen de transport alternatif, oui, au vélo même, pour les gens qui ne veulent pas pédaler, justement. Ouais. En 2 roues, il y a également le gyropode, mais là, les 2 roues ne sont pas alignées, mais elles sont parallèles, c'est ça, hein, c'est ça le gyropode. Exactement, le gyropode étant le terme qui désigne en fait les appareils qu'on connaît sous le nom de Segway. Oui. Segway étant une marque, comme on dit Frigidaire ou Bic, oui, mais effectivement, gyropode est le terme français qui est inscrit depuis quelques années au dictionnaire. Et en fait, là, le gyropode, la définition veut dire que le gyropode est un engin auto-équilibré à 2 roues parallèles, ouais, avec un guidon. D'accord. Donc le guidon sert généralement à tourner avec la dislocation du poids du corps pour, ouais, avancer et pour reculer. Donc il n'y a pas d'accélérateur généralement. D'accord. Ça c'est pour le gyropode, donc guidon, gyropode. Et puis il y a le smartboard ou overboard, on l'appelle aussi, qui lui n'a pas de guidon mais a aussi 2 roues parallèles. Voilà, exactement. Donc ce que les gens appelle à tort overboard, parce qu'un overboard, c'est le terme qui vient de Retour vers le futur. Ouais. Donc, un overboard, il plane. Les overboards que nous, on connaît, qu'on appelle plus communément smartboard, ne planent pas.
et d'ailleurs c'est 2 roues parallèles aussi et non pas alignées, auto-équilibrées aussi, sans guidon, où en fait on va régler l'accélération et le fait de tourner avec les pieds uniquement. D'accord. Ok. Ça, c'est pour les 2 roues. Hein. J'ai envie de dire, on a déjà une classification entre guillemets. Je ne sais pas si Sébastien veut intervenir, il n'hésite pas un seul instant. Toi, les 2 roues, les 4 roues, tu tiens surtout, Sébastien, je pense. Non, sur la trottinette. Sur la trottinette et le vélo éventuellement, mais j'ai fait plus récemment de la trottinette par rapport à du vélo. Mais d'accord. Et donc tu préfères la trottinette. Donc, okay. Oui, c'est moins fatigant. Oui. Et à mon avis, c'est moins fatigant aussi qu'une autre catégorie d'appareils électriques, qui est le monoroue électrique, et qui me semble un petit peu casse-gueule, si je puis me permettre. Non ? Pas vraiment. En fait, on connaît le monocycle, hein, qui est la variante non électrique de la monoroue électrique. Oui. La monoroue électrique a une roue, tient entre les pieds, entre les jambes. On va, de même sorte que sur un gyropode, s'appuyer vers l'avant pour accélérer, s'appuyer vers l'arrière pour freiner, mais par contre, on devra faire l'équilibre gauche-droite comme sur un vélo, comme sur un monocycle. Ouais. Donc, il y a un temps d'apprentissage un peu plus élevé que pour d'autres engins électriques auto-balancés, auto-équilibrés. C'est un peu plus sportif, quoi, on va dire. C'est un tout petit peu plus sportif. On met grosso modo à peu près une semaine d'utilisation à bien se débrouiller, à avoir le courage nécessaire, on va dire, pour se balader dans la rue, pas passer pour un abruti, on va dire. Oui, c'est ça. Et puis pour pas non plus se viander sur les autres véhicules ou sur les gens qui circulent en rue non plus. Exactement. Et une fois qu'on le maîtrise, c'est comme un vélo, on va l'utiliser de la même manière. En fait. On passe à la vitesse supérieure, et c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on va rentrer dans une catégorie qui s'apparente à des choses qu'on connaît, mais qui sont à moteur à explosion. C'est par exemple le scooter électrique, mais équivalent aux 50 cm3. Voilà, exactement. Il existe une catégorie spécifique pour ce genre d'engin, donc qui va limiter la vitesse de ces 2 roues qu'on connaît sous le nom de scooter. Il y a différentes marques que tout le monde connaît. Oui. En électrique, il y a des alternatives qui commencent à venir sur le marché. Elles seront limitées à 45 km/h généralement. Et ça, on va y revenir plus tard, effectivement. On va pouvoir les conduire avec d'autres permis, mais généralement, ici, commence la problématique de devoir avoir un permis, le port du casque étant aussi obligatoire, l'assurance aussi. Donc, c'est vraiment des engins qui vont aller sur la route, partout. Donc, les autres engins, on va voir ça plus tard. Certains vont aller sur la route, d'autres non. Ça dépend des pays un petit peu. Mais ici, clairement, cette catégorie des 50 cm3 où on fait des scooters électriques basse puissance, on va dire, ont cette problématique-là, mais il y a des vraies alternatives, effectivement. Et puis, moi, il y en a un que j'affectionne particulièrement, qu'on voit souvent dans certaines vidéos sur YouTube, c'est le skateboard électrique. Alors moi, je me rappelle du skateboard à moteur, mais au moment où le skateboard a été quasiment inventé, en tout cas au moment où il était importé dans nos contrées, il y a eu très vite une version avec un tout petit moteur de temps. Je ne sais pas si tu as connu ça, toi, Bruno ou Sébastien, et c'était assez bluffant parce que ça avançait vraiment très vite. Et le scooter électrique, le skateboard électrique lui-même, il peut avancer assez bien aussi, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, effectivement, on a vite vu apparaître, dès que la technologie le permettait, apparaître des skateboards électriques, parce que en fait c'est très simple d'en construire un. Oui. Vous avez déjà la base, la planche, les 4 roues, il suffit d'ajouter un petit moteur. Oui. Comment on va accélérer sur ce petit moteur-là? Généralement, sur le skateboard électrique, c'est avec une télécommande. Après, l'utilisation du skateboard est identique au skateboard normal. Donc, on va se pencher en avant, en arrière pour tourner. On pourra faire le même genre d'acrobatie. Mais justement, c'est un objet très fun, mais pas toujours un vrai moyen de transport. Non. Donc, ça dépendra aussi beaucoup de la législation dans les différents pays. D'accord, ok. C'est peut-être pas vraiment, comme le skateboard l'est devenu un petit peu, hein, un moyen de circuler. On en voit dans certaines villes, en tout cas, ça dépend comment. Dans certains pays. Oui, dans certains pays, ça dépend aussi comment sont configurées les villes. On n'a pas des trottoirs tout à fait. Enfin, nous, en tout cas, à Bruxelles, je sais pas comment c'est au Luxembourg, mais c'est pas super pour le skateboard, quoi. Quoi d'autre? Patin à roulettes électriques, ça existe aussi, ça donc. Oui, effectivement. Bon, quand on a des skateboards, forcément, les Américains aiment bien rouler à patin à roulettes aussi. Faut pas oublier que la plupart de ces engins-là ont leur source en Californie.
Ouais. Hein, c'est vraiment le berceau de ce genre d'engin. Donc là où la météo est bonne, donc on va aussi s'amuser, se détendre, patin à roulettes, pourquoi pas faire une version électrique, ça existe. C'est pas encore vraiment à l'ordre du jour comme étant un vrai moyen de transport, mais ça va peut-être le devenir. Ça peut être un petit sport sympathique, effectivement. Une fois de plus, on accélère avec la moto électrique, mais là, on est vraiment dans de l'équivalence avec des motos, des 125 cm3, de vraies motos, quoi, avec tout ce que ça comporte comme différents types de motos, j'imagine. Oui, effectivement. Bon, à nouveau, berceau étant la Californie, la météo le permet un développement de ce genre de véhicule. Là, on tombe vraiment dans les deux catégories principales, c'est-à-dire la moto et la voiture. La voiture, on ne va pas en parler parce que c'est quelque chose d'assez connu, les voitures électriques, donc on connaît Tesla. Du côté des motos, on a l'équivalent californien, à nouveau, qui est vraiment juste à côté de Tesla, c'est Zero Motorcycles, qui font des vraies motos, et ça depuis une dizaine d'années, donc c'est pas quelque chose de vraiment nouveau, avec la différence par rapport aux voitures, qu'on a un volume limité pour avoir les batteries et le moteur. Donc ils vont maximiser cette technologie-là, le développement, et il faut savoir que généralement, les batteries qui sont utilisées sur les motos sont les batteries les plus performantes dans le monde électrique. Donc on parle généralement de densité de batteries électriques. Donc ces batteries-là ont une plus grande densité que, par exemple, les équivalents sur les véhicules de Tesla. Et on a des motos de route, des trails, des crosses, il existe toute une gamme de motos comme dans les motos traditionnelles? Oui, il existe toutes sortes de motos. On commence, généralement, les constructeurs font des motos de route, surtout, des motos cross, parce qu'on a aussi la problématique de bruit qui, grâce à ces variantes électriques, disparaît complètement. Pas de bruit, pas de pollution, donc on gêne beaucoup moins l'environnement. Oui. Et après, les motos de route sont des vraies motos qui vont aller jusqu'à des autonomies de 300 km à des vitesses tout à fait similaires, de 150 à 60 km/h. D'accord. Donc c'est des vraies alternatives aux vraies motos à moteur à combustion. Ok. Sébastien, peut-être une remarque en bout de course? Je te voyais réagir dans ton coin. Ouais, j'ai une question. Tu dis effectivement ça enlève le bruit, c'est génial sur des motos de cross parce que le bruit est assez horrible en général, même si pour certains ça fait partie du charme. Du coup, je me pose une question sur d'autres engins qui font énormément de bruit et qui pour certains sont quand même pas mal fun. C'est au niveau de quad par exemple, ça existe en électrique? Ah oui, tiens, le quad. Parce que ça fait un bruit monstrueux. Oui, ça existe aussi. Les quads existent aussi. J'en parle pas parce que c'est plutôt gadget. Ou plutôt fun parce que on en voit très peu sur la route dû au fait que finalement l'engin en soi, la physique d'un quad n'est pas vraiment adaptée à nos routes parce que en fait ça devient très dangereux du moment qu'on a un virage à haute vitesse. Donc c'est pour ça que ces quads-là sont surtout utilisés hors piste. Hors piste, et d'autant plus que si je ne m'abuse, la législation évolue aussi dans différents pays, dans différentes villes également, où le quad est interdit sur la route, ne peut être utilisé que dans certains cas de figure, en forêt, et encore dans des forêts, à des endroits voulus entre guillemets, et que ces engins-là ne sont plus les bienvenus sur nos routes manifestement. Donc c'est un autre type d'engin, oui. Ils ne sont plus la bienvenue à cause du bruit. À cause du bruit justement. aussi. Donc ça pourra être résolu. Ça pourrait être résolu grâce à ça. Électrique. Et puis alors, il y a toute une gamme d'autres appareils. Alors bon, plus dans l'ordre du prototype, des projets, des choses à venir peut-être, qui sont attendues, ou de quoi s'agit-il ? Oui, en fait, on voit apparaître régulièrement sur Internet des prototypes, des projets Kickstarter, Indigo. Voilà, on voit apparaître toutes sortes de véhicules électriques qui arrivent à un certain moment sur le marché ou pas, ou sont copiés assez rapidement. Donc chaque constructeur y va de sa plume. On a par exemple les constructeurs japonais qui aiment bien montrer des prototypes de ce que pourrait être le futur. Oui. On a Honda par exemple qui font des prototypes d'engins où on est assis dessus. Et on va aussi se pencher en avant pour accélérer. Des choses un peu hybrides, comme le monoroue dont on parlait, mais avec un siège, des choses comme ça, ou même des skates ou des overboards avec un tracteur, enfin un moteur qui serait déporté à l'avant pour le tracter. On peut imaginer n'importe quoi. C'est ça qui est rigolo. Voilà. En fait, on a à la base de toute façon un certain nombre de configurations au niveau des roues. On a une roue, on a deux roues
alignés parallèles, on a 3 roues, on a 4 roues. Généralement, on ne va pas au-delà parce que ça n'a aucun intérêt. Mais ces configurations-là permettent d'avoir différents types d'engins avec différentes tailles, avec ou sans siège, avec ou sans guidon. Et donc, on voit apparaître les différents constructeurs qui proposent cela. Mais souvent, nos amis asiatiques proposent beaucoup de copies. Et dès que quelqu'un sur la planète a une idée, c'est transformé en produit, en projet, par des ingénieurs chinois. Avec plus ou moins de succès, ça dépend un peu, parce que là on réinvente un peu la roue en même temps. Je veux dire, si c'était bien, si c'était comme ça qu'il fallait faire, on aurait pu le faire avec un pédalier et une chaîne et... Tu vois ce que je veux dire ? La technologie étant, on va pouvoir effectivement atteindre quand même des tailles différentes au niveau des moteurs et des propulsions. Donc la miniaturisation des moteurs et des batteries permet à nous d'inventer un nouveau type d'engin. Vous avez peut-être vu passer, ou certains ont vu passer sur Internet, une espèce de laptop, une planche avec 4 roues, et on a vu des prototypes qui marchaient. On a vite vu des gens venir dans les magasins demander est-ce qu'on peut l'avoir, est-ce que je peux l'avoir, je peux l'acheter, j'aimerais bien avoir ça. Non, ça n'existe pas, c'est des projets, c'est des prototypes. Après, est-ce qu'un tel projet aboutit, c'est une chose. Est-ce que commercialement, il va marcher, est une autre. Est-ce que, point de vue de moyens de transport, ça a un intérêt, c'est un autre. Donc, et puis, ça, c'est la question qu'on doit se poser toujours. Et puis, il y a l'aspect sécurité. Également, il y a l'aspect bien-être des autres usagers de la route, si c'est à utiliser sur route. Et c'est pour ça également qu'il y a des législations qui se mettent en place progressivement, quel que soit le pays d'ailleurs, que ce soit en Belgique, en France ou au Luxembourg. La législation, elle évolue aussi dans ce sens-là. Et après, je donnerai la parole à Sébastien qui a sans doute un truc à rajouter. Oui, effectivement. Donc, la législation, elle est souvent à la traîne, on va dire, quand il y a des nouvelles catégories d'engins qui sont mises sur le marché, la législation ne suit pas. Donc, il n'est pas étonnant de ne pas savoir où est-ce qu'une catégorie d'engins, par exemple les monoroues électriques, où est-ce que ces monoroues électriques doivent circuler. Dans la plupart des cas, encore de nos jours, c'est encore dans une zone grise, donc on va le tolérer par exemple sur les pistes cyclables dans un certain pays, ou pas du tout le tolérer dans un autre pays, ou carrément le mettre dans le code de la route dans un autre pays. Donc c'est le cas par exemple des gyropodes qui, directive européenne aidant, sont considérés comme un piéton dans toute l'Europe. Par contre, chaque pays a droit de définir une autre législation, et le Luxembourg étant une exception, au Luxembourg, les gyropodes sont considérés comme des vélos électriques. C'est ça, Donc, on a le droit de rouler sur les pistes cyclables et sur la route, sur la chaussée. En Belgique et en France, ça sera sur le trottoir. Donc, tout à fait l'inverse, on va dire. Nos amis allemands vont beaucoup plus loin. Ils définissent ça comme étant une mobilette. Donc, on doit avoir le permis et on doit avoir 16 ans pour le conduire. Mais on doit aussi l'immatriculer, avoir des lumières à l'avant et à l'arrière et porter le casque. Et porter le casque et sans doute payer une taxe de circulation ou des choses comme ça. Ça, c'est nos amis allemands, ils aiment bien que ça soit bien cadré. Ouais, ils ont de belles routes aussi en même temps, on comprend pourquoi. Les autoroutes, oui, par contre. Oui, les routes secondaires, c'est autre chose, évidemment. Oui. On n'a pas encore parlé de la consommation, parce que c'est quand même quelque chose d'important aussi dans le budget alloué. On aura l'occasion de revenir ensemble, Bruno, dans d'autres hors-séries, sur des cas plus spécifiques, mais de manière générale, la consommation de ces machines-là, ça représente quoi ? Oui, en fait, quand on parle moyen de transport électrique, la première motivation devrait être le pas d'électrique, mais d'écologique. Oui. Et aussi d'économique. Donc, effectivement, on a l'habitude de parler en centaines de kilomètres pour dire la consommation de ma voiture, elle est de 5, 6, 7, 8, 12, voire 20 litres au 100 km. Généralement, on va transformer cela en valeur, en argent. Il faut savoir que pour tous ces types d'engins, vu la taille et dû au fait qu'on va porter que son propre poids, généralement, et en plus du poids de l'engin, on va avoir des consommations bien plus réduites que dans une voiture où on va porter vraiment tout le poids de la voiture, et en plus on a un moteur à combustion qui n'est pas très économique dans souvent des cas. Donc là, on est dans des ordres de grandeur qui vont souvent être en dessous du demi-euro par 100 km. Ah oui, quand même. Donc imaginez-vous cela. Et on a des catégories de véhicules comme les trottinettes qui sont généralement les plus efficaces,
où on va être même en dessous des 10 cents par 100 km. Ça, c'est incroyable. Effectivement, là, on voit tout de suite... Alors, parce qu'on pourrait aussi parler, mais ça, on y reviendra justement dans d'autres hors-séries, sur le prix unitaire de ces appareils qui peut paraître élevé quand on voit simplement un exemple, un skateboard électrique. Je pense que ça commence aux alentours des 800, 900 euros, quelque chose comme ça. On peut en avoir, pour moins que ça, on peut en avoir à 300-400 euros. Après, ça dépend de la technologie de batterie qu'on va avoir, de l'autonomie, de la vitesse. Oui, c'est ça. Tout ça joue un rôle, mais on va avoir des consommations qui seront similaires d'un engin à l'autre, effectivement. Donc, sur les 400 euros, si on l'utilise régulièrement, on va vite le rentabiliser. Parce que, quoi qu'il, 400 euros même pour un skateboard, ça peut paraître cher. Quoi qu'il y a des skateboards qui valent beaucoup d'argent, mais ça peut paraître cher. Mais quand on voit sa consommation in fine et l'apport que ça a évidemment de moins se fatiguer à pousser, ça reste tout à fait attractif, quoi, on va dire. Il y a le côté économique, mais après il y a encore le côté écologique, parce que qui dit moins de consommation d'énergie dit un côté écologique aussi. Mais il faut voir l'empreinte carbone. Généralement, l'argumentation des gens contre les véhicules électriques est de dire oui, je consomme pas de l'électricité quand j'utilise l'engin, mais pour le fabriquer, j'ai consommé de l'énergie, et pour produire l'électricité, j'ai dû brûler éventuellement une source identique. Mais c'est pas vraiment ça. Donc quand on voit l'empreinte carbone en globalité, on va voir assez rapidement en fonction de l'usage, une courbe qui va être en dessous de l'empreinte carbone d'un véhicule à combustion normale, et plus on va l'utiliser, bien entendu, plus en fait on va baisser cette empreinte carbone sur le long terme. Ok, bon ben voilà, on a déjà fait un beau tour de ce qui existait en termes de machines électriques existantes. On aura l'occasion dans d'autres hors-séries de te retrouver, Bruno, pour parler plus en détail de chaque appareil, parce que j'imagine qu'il y a des spécificités plus particulières, et il faut bien le dire aussi, comme on parle beaucoup technologie dans les technos, ce qui est assez logique, on va peut-être parler plus technique également. Je voulais peut-être donner le mot de la fin à Sébastien, peut-être qu'il y a un semblant de conclusion à donner, Sébastien. Un semblant de conclusion sur de l'électrique ? Non, jusque-là, j'écoute très attentivement et je suis très studieux. Très studieux d'entendre tous les détails et tout ce qui existe là-dessus, parce qu'effectivement j'ai vu quelques protos, moi, quand j'ai eu la chance il y a quelques années d'aller en Californie, et des trucs qui débarquent seulement en Europe maintenant. Donc je suis très curieux de voir ce qui existe maintenant au Luxembourg, parce que c'est vrai que ça fait des années que j'ai pu regarder. Ok. Donc voilà. Parfait. J'écoute. On va se retrouver très prochainement donc pour d'autres hors-séries. Si le sujet vous intéresse, on fera même sur YouTube, si vous nous regardez en vidéo, on fera une playlist spécifique concernant ces engins-là. Merci beaucoup Bruno et Sébastien. Merci à vous. On vous retrouve très bientôt donc pour la suite de nos aventures électriques. À bientôt.